Et on va plus loin sur cette nouvelle séquence diplomatique qui s'ouvre avec Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Bonjour Mathieu, quelle carte joue Donald Trump sur ce dossier ? Alors, vous savez comment Donald Trump aime appréhender un dossier diplomatique comme une partie de poker, n'est-ce pas ? La métaphore des cartes est donc parfaitement appropriée à la journée qui attend Donald Trump ce lundi à Washington. Le Premier ministre israélien est arrivé dans la nuit et a pris ses quartiers comme d'habitude à la Blair House, la résidence réservée aux hôtes de marque qui permet à l'invité de se rendre à la Maison Blanche à pied en longeant le square Lafayette. Des réunions de travail entre les équipes américaines et israéliennes sont déjà prévues ce matin dans l'aile ouest de la Maison Blanche avant la rencontre formelle entre les deux hommes qui clôturera la journée. Ce sera donc la nuit pour vous à Paris. Et donc pour répondre directement à votre question, Donald Trump joue gros dans cette affaire. Si un cessez-le-feu était conclu, il ne pourrait être que le résultat d'un délicat équilibre, et c'est un euphémisme, un délicat équilibre trouvé entre la Maison-Blanche et les soutiens américains, non pas au Premier ministre israélien, mais bel et bien à l'État hébreu ici aux États-Unis. En tout cas, pour la partie qui va se jouer de ce côté de l'Atlantique, Benjamin Netanyahou n'arrive pas totalement en territoire conquis, mais il sait que les États-Unis demeurent l'autre sanctuaire. C'est une réalité pour les Juifs du monde. N'oublions pas la dernière campagne présidentielle et le poids de la guerre à Gaza qui avait littéralement plombé la campagne démocrate en tout cas. Eh bien, les républicains n'échappent pas non plus à la règle et le président en exercice ressent quotidiennement la pression des appuis qui viennent du Congrès. Et notamment, on pense aux sénateurs Tom Cotton, par exemple, Ted Cruz également, ou encore Josh Hawley, pourtant tous républicains qui soutiennent sans réserve la guerre totale contre le Hamas et qui verraient donc d'un très mauvais œil une cessation des hostilités sans que l'armée israélienne soit parvenue à détruire intégralement le Hamas. Pourtant, ces dernières semaines, et notamment dans le contexte des tensions avec l'Iran, on a senti ici une intensité tout à fait inhabituelle et le désir de l'administration Trump de solder cette fois le dossier de Gaza, la litanie sordide du calvaire des civils de l'enclave palestinienne, même si elle ne fait plus la une ici, il faut le dire, le calvaire des Palestiniens reste un sujet d'embarras pour la Maison-Blanche, qui est impatiente d'annoncer qu'une fois encore, Donald Trump met un terme à un conflit qu'il n'a pas déclenché et dont il a hérité de ses prédécesseurs démocrates, pour reprendre les formules des soutiens de Donald Trump, évidemment. Et les deux hommes veulent chacun modeler le Moyen-Orient à leur image. Ont-ils des intérêts convergents ou divergents dans la région ? Alors, très logiquement, les divergences qui éloignent les deux hommes sont conditionnées par leurs agendas de politique intérieure respectifs. Et je dirais que la principale différence, en dehors du fait que l'un est un spectateur de la guerre et l'autre en est l'artisan, c'est le calendrier, tout simplement, le calendrier de politique intérieure des deux hommes. Donald Trump est impatient d'en finir, on l'a dit, il veut un arrêt des hostilités maintenant. Encore une fois, la seule chose qui l'intéresse avant d'aborder la campagne des élections de mi-mandat qui approchent, c'est de se proclamer faiseur de paix au Moyen-Orient. Pour cela, il voit un cessez-le-feu qui conduirait à la reconstruction immédiate de l'enclave sous la tutelle d'une autorité bigarrée à dominante arabe, mais globalement sous tutelle des États-Unis quand même. Plus personne à Washington ne parle de la proposition indécente de Donald Trump qui avait évoqué une Riviera du Moyen-Orient, vous vous en souvenez, de triste mémoire, mais le président américain continue à croire que la population de Gaza pourrait se soumettre à un arbitrage de Washington. Le Premier ministre israélien, lui, on le sait, est un peu prisonnier de sa coalition, c'est le moins qu'on puisse dire, et tant qu'il restera un seul fusil entre les mains du Hamas, il aura du mal à faire accepter la paix à ses alliés au gouvernement. Il faut donc s'attendre à ce que ce cessez-le-feu ne soit qu'un nouvel épisode qui certes donnera une respiration à la population de Gaza et qui en a bien besoin, mais rien n'indique qu'on s'approche de l'épilogue dans le fond. En clair, les deux hommes sont en désaccord sur la méthode. Pas de paix sans éradication du Hamas pour Benjamin Netanyahou. Pas d'accord non plus sur la structure qui devra administrer l'enclave après qu'Israël aura tiré sa dernière cartouche. Et puis enfin, il y a le sujet de la CPI qui complique quand même le quotidien du Premier ministre israélien. Même si Donald Trump a désapprouvé les mesures de la juridiction internationale, Benjamin Netanyahou voudrait bien que le président américain
américain tape plus fort du poing sur la table en contraignant la CPI à revenir sur ses positions, ce qui techniquement n'est pas possible, on le sait. Mathieu Mabin en direct de Washington.